Eh bien bonjour, il fait toujours aussi froid, mais pourtant on vient de sortir du mois de février. Et en février, on ne parle pas seulement du temps qu'il fait, mais aussi de cinéma, et plus précisément des actualités cinématographiques qui ont eu lieu ce mois-ci et qui, bien entendu, m'ont marqué d'une manière ou d'une autre. Et on va pas lombiner plus longtemps et commencer par une petite critique du blockbuster français de cette année, le dernier Astérix. Parce que ouais, tout le monde l'a déjà bien défoncé cet Astérix, ça allait du ouin ouin ouin, j'en ai marre de voir Guillaume Canet en promo partout, à ouin ouin ouin, y a que des caméos partout et aucun vrai acteur, et surtout le classique ouin ouin ouin, c'est beaucoup moins bien que Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Bah oui, mais en même temps, vous vous attendiez à quoi ? Faut pas oublier qu'entre-temps, il y a eu Astérix aux Jeux Olympiques et Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, qui ont été, je le rappelle, de bons gros échecs. Alors ouais, après plus de 10 ans, il y avait peut-être des attentes quant au film qui devait relancer la franchise. Moi perso, je m'en foutais un peu, je voulais juste que ça me divertisse un minimum, et globalement, de ce point de vue, le film fonctionne. C'est une grosse machine, simple, efficace, sans surprise, qui fait passer le temps et fait parfois sourire. Franchement, j'en demandais pas plus. Surtout quand on sait que les conditions de tournage ont été largement modifiées à cause de l'épidémie de coronavirus, Canet s'en tire quand même relativement pas trop mal. Évidemment, le film est plein de défauts, comme des scènes de baston à mes yeux assez moches, un scénario d'une simplicité absolue, Marion Cotillard en Cléopâtre est insupportable, et Canet en Astérix, ça ne fonctionne pas forcément non plus. Mais bon, ça c'est apparemment pas forcément de sa faute, puisqu'il ne désirait pas jouer dans le film à la base, mais que les producteurs lui ont un peu forcé la main en ne trouvant pas d'autres acteurs capables de tenir le rôle. Le plus gros problème à mes yeux, c'est qu'il n'y a pas de grande innovation dans ce film, ni même de petite d'ailleurs. Le film vogue sur des tendances actuelles et en cela il risque de vieillir très très vite. Pire, il y a des messages qui sont complètement discrédités alors qu'ils me tiennent personnellement à cœur. Astérix a la volonté d'être végétarien au début du film, ce qui porte un message plutôt sympathique ma foi, et permet en plus un aspect comique vis-à-vis de la goinfrerie d'Obélix. Mais à la fin du film, Astérix abandonne purement et simplement son régime alimentaire, parce que bon, le sanglier c'est quand même vachement bon, hein. C'est gênant, et c'est pareil avec le discours féministe qui est à mon sens aussi totalement discrédité en nous présentant une Cléopâtre hystérique, ou encore Laura Felpin qui se fait démonter parce qu'elle réclame une jupette plus longue. Bref, ça fait vraiment humour de gros boomer et on n'a pas envie de voir ça. Surtout avec des comédiens globalement assez respectueux et engagés. Mais bon, il y a quand même du positif dans le film. Premièrement, on a Gilles Lelouch qui est ultra crédible en Obélix et aussi très émouvant dans sa bromance avec Astérix. On a Vincent Cassel en César pervers narcissique et ça, c'est la base. Jonathan Cohen est à mon sens mal exploité mais arrive quand même à tirer son épingle du jeu, et puis il y a un peu de mise en scène quand même. En gros, c'est moins pire qu'Astérix aux Jeux Olympiques, et évidemment, ça n'arrive pas à la cheville de Mission Cléopâtre. C'est un film moyen, qui aurait certainement pas dû coûter aussi cher, mais qui fait globalement le taf si on cherche un divertissement simple et basique, comme dirait Titanic. Dans le même genre, mais ne nécessitant pas d'aller au cinéma, vous pouvez aussi vous rabattre sur BDE, disponible sur Prime Video. Il s'agit de la dernière comédie de Michael Youn, et évidemment, tout le monde le dézingue. C'est le même concept qu'Astérix, avec un peu moins de guests quand même, mais en gros, ça va de Chabal à Michel Larocque. Le scénario est tout aussi simple et tout con, avec des cadras qui ne veulent pas grandir et continuer à s'amuser, donc évidemment, on a le droit à plein de débilités de tout genre dans la droite lignée de ce que Michael Youn sait faire. Donc oui, il y a beaucoup de clichés et de caricatures, mais globalement, il y a des scènes qui fonctionnent et prêtent à sourire. Et puis moi, je trouve que Pierre Lotin, c'est un acteur exceptionnel qui mériterait tellement plus de reconnaissance. Mais bref, je ne vais pas m'attarder davantage, vous avez compris le concept du film moyen qui divertit un peu, et que si on n'en demande pas plus, ça va. En gros, ne pas avoir d'attente, ça permet de profiter davantage de certains films. Parce que oui, contre-exemple avec le dernier M. Night Shyamalan Knock at the Cabin, un film sur lequel j'avais un peu plus d'attente, parce que Shyamalan arrive généralement à surprendre et à faire des trucs assez coolos. Bon, son dernier film Old était bof, mais franchement, la bande-annonce de Knock at the Cabin m'a bien hypé. Et en plus, il y a Dave Bautista, et j'aime bien Dave Bautista. D'ailleurs, à mes yeux, sa prestation est le point fort du film en étant à la fois menaçant et attachant.
Autre point fort, c'est le début de ce film. Il s'agit d'un scénario assez simple au premier abord, avec un couple gay et leur petite fille qui vont en vacances dans un chalet au beau milieu d'une forêt, mais qui vont se retrouver menacés par 4 individus souhaitant à tout prix rentrer dans ce putain de chalet. La tension fonctionne plutôt bien, on a une mise en scène discrète mais efficace, et on se pose pas mal de questions sur qui sont ces gens, pourquoi ils veulent à tout prix rentrer dans ce chalet, est-ce que ce sont des meurtriers, etc. Plein de questions qui trouveront une réponse, puisqu'une fois entrés dans le chalet, on apprend que ces 4 individus viennent proposer un deal assez étrange. Soit la famille doit sacrifier un des leurs, soit ce sera la fin totale de l'humanité, à l'exception de cette famille qui sera toujours en vie. L'idée est bonne, mais le traitement de la résolution est à mon sens loupé. Il n'y a pas de suspense qui s'installe, la connexion avec le monde extérieur qui se fait uniquement via la télé, ça casse un peu tout, il y a des flashbacks que j'ai trouvé vraiment inutiles, et c'est globalement assez faiblard. Ce qui fonctionne, c'est la performance des acteurs, mais ça ne suffit pas pour rendre intéressant un film qui au final n'a pas grand chose à proposer. Voilà, faisons une petite pause dans les critiques pour parler un peu des actualités de ce mois de février. Et février, c'est bien entendu la saison des récompenses. En France, on a ainsi eu le droit au César. C'est d'habitude une cérémonie qui m'intéresse, mais là franchement, il y avait vraiment aucun film qui me bottait dans la sélection. Bon, grosso modo, c'est La Nuit du 12 de Dominique Moll qui a tout raflé en obtenant les Césars du meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur dans un second rôle pour Bully Liners, meilleur espoir masculin pour Bastien Bouillon, meilleure adaptation, et meilleur son. Benoît Magimel obtient pour la seconde fois d'affilée le César de meilleur acteur pour Pacifiction, et Virginie Fira obtient enfin le César de la meilleure actrice pour Revoir Paris. Et franchement, autant elle méritait cette récompense pour Adieu les cons et Benedetta, autant sa prestation beaucoup trop larmoyante dans Revoir Paris, ça fait beaucoup moins rêver. Mais bon, à croire que voir les gens chialer, c'est ce qui fait plaisir au jury. Et il y a aussi Brad Pitt qui est venu par surprise pour donner le César d'honneur à David Fincher. C'est aussi une cérémonie qui a fait bien entendu polémique, parce que le discours de la militante écologique a été sauvagement coupé par Canal+, mais surtout il y a eu une grosse polémique parce qu'aucune femme n'a été nommée en tant que meilleure réalisatrice. Mais heureusement, il y a le prix Alice Guy qui récompense chaque année depuis 2018 un film français réalisé par une femme. Et c'est Alice Winocourt qui a gagné pour Revoir Paris, film que je n'ai toujours pas aimé. Et le magazine Cosette a aussi lancé le prix Cléopâtre pour pallier à ce manque de représentation féminine dans le cinéma français. C'est Alice Diop pour Saint-Omer et Rebecca Slotowski pour Les Enfants des Autres qui ont remporté cette récompense. À l'étranger, il y a eu aussi des cérémonies comme les BAFTA en Angleterre qui a récompensé le film Netflix À l'Ouest, rien de nouveau, qui a ainsi eu les récompenses de meilleur film, meilleur réalisateur pour Édouard Berger, meilleure musique originale et meilleur scénario adapté. J'ai jamais vu ce film et j'en ai pas trop entendu parler non plus, donc si vous pouviez me dire en commentaire si ça vaut le coup d'œil ou non, ce serait vachement sympa. Merci d'avance. Sinon, le prix de la meilleure actrice revient à Cate Blanchett pour Tar, on commence à avoir l'habitude, et le prix du meilleur acteur revient à Austin Butler dans Elvis. Et en Allemagne, il y a eu la Berlinale, où l'Ours d'Or a été donné à Sur l'Adamant, documentaire français de Nicolas Philibert. Et Steven Spielberg a obtenu un Ours d'Or pour l'ensemble de sa carrière. Et en parlant de Spielberg, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a sorti son dernier film, The Fabelmans. Et pour ceux qui s'inquiètent et pensent que ce film va être mon Armageddon Time de cette année, je vous rassure, c'est loin d'être le cas. J'ai passé un très agréable moment devant ce film, c'est bien joué, c'est bien mis en scène, et c'est un bel hommage au cinéma. Spielberg va ainsi réaliser une espèce de biopic sur sa propre vie. On savait déjà que Spielberg mettait consciemment ou inconsciemment en scène ses traumas familiaux, et ici c'est un peu l'apogée de tout ça, un peu comme s'il avait enfin fini sa thérapie, et à 76 ans, il n'est jamais trop tard. Même si le film s'avère trop classique pour véritablement me marquer, on assiste tout de même à de bien belles scènes, notamment celle qui tourne autour du personnage de la mère, brillamment interprété par Michelle Williams. Le passage film de vacances est ainsi très prenant. Tout le rapport à l'image qui anime le personnage principal est très intéressant à analyser. On obtient ainsi au final une sorte de mode d'emploi de Spielberg qui est, selon ce film, la parfaite combinaison entre le côté technique de son père ingénieur et le côté sensible de sa mère pianiste. Voilà, et puis à la fin avec David Lynch qui joue le rôle de John Ford, c'est assez jouissif. Un bon film qui d'un côté est peut-être un peu trop mis en avant par les critiques françaises, mais qui d'un autre côté ne fonctionne pas du tout aux États-Unis. Pour ma part, c'est l'entre-deux, un bon film qui manque toutefois
toutefois d'un peu plus de finesse pour être vraiment efficace. Et continuons avec Spielberg qui a déjà en tête son prochain projet. Il va ainsi réaliser non pas un film, mais une série pour le compte de la chaîne HBO. Et cette série ne sera rien d'autre que l'adaptation du film ultime de Stanley Kubrick, Napoléon. En effet, Kubrick, après 2001, l'Odyssée de l'espace, a écrit un scénario de plus de 3 heures sur notre héros français. Et je mets bien des guillemets à héros. Après tout, Spielberg avait aussi réalisé AI, intelligence artificielle, à partir d'une idée de Kubrick, donc il semble plutôt bien placé pour adapter ce scénario. Et le résultat sera une mini-série composée de 7 parties qui n'a pour l'instant aucune date de sortie. Mais en attendant, on n'oublie pas que cette année, Ridley Scott devrait aussi sortir son film Napoléon avec Joaquin Phoenix en tête d'affiche. Une autre adaptation qui se fera en série, c'est le remake de Metropolis, ce classique allemand de 1927 réalisé par Fritz Lang. Cette fois, ce sera sur Apple TV+, et c'est Sam Esmail, le créateur de Mr. Robot, qui va se coller à ce dangereux exercice. Un autre remake, ou plutôt reboot qui va arriver, c'est aussi Hellboy. La franchise s'était lamentablement ramassée en 2019 avec le Hellboy de Neil Marshall, et alors que tout le monde, ou presque, espère que Del Toro revienne pour un Hellboy 3, ce sera en fait Brian Tyler qui va se coller à la tâche. Et ça fait plutôt peur parce que le type a fait les Hypertensions et que le dernier film de super-héros qu'il a réalisé, c'était tout de même Ghost Rider. Niveau film d'animation, Disney a officiellement annoncé qu'il y aura un Toy Story 5, et ce même si le film Buzz a complètement échoué au box-office. Au vu de la fin larmoyante de Toy Story 4, on se demande bien ce qui va pouvoir se passer. Sinon, DreamWorks a annoncé que sa célèbre saga Dragon va être adaptée en live action, puisqu'après tout, Disney fait ça avec tous ses films, alors pourquoi la concurrence n'en ferait pas de même? Même si le projet fait tout de même peur, le point positif, c'est que c'est Dean DeBlois, le réalisateur des films d'animation, qui sera à la tête de cette adaptation. Et peut-être qu'on peut alors espérer avoir enfin un vrai remake en live action. Bon, c'est bien beau toutes ces actus, mais il est peut-être temps de passer enfin à la rubrique nécrologique. Parce que oui, des gens meurent et il est temps de parler de ce phénomène qui semble toucher un peu tout le monde. Bon, déjà, on a quasiment perdu Pierre Palmade, je vous épargne les détails, tout le monde en a assez parlé, mais par contre, on n'a pas assez parlé de Harvey Weinstein, qui a été reconnu le 23 février coupable de viol et d'agression sexuelle, une peine qui s'ajoute à celle de 23 ans qu'il purge depuis sa condamnation en 2020. Bien fait. Et en ce qui concerne les vrais morts, on a eu Richard Belzer qui est mort à l'âge de 78 ans. Il est surtout connu pour jouer le rôle de John Munch dans les séries Homicide et New York Unité Spéciale. Et il joue même dans Scarface. Et ouais. Leiji Matsumoto est également décédé à l'âge de 85 ans d'une insuffisance cardiaque. Ce mangaka est à l'origine de rien d'autre qu'Albator, et il a pour ma part bercé mon début d'adolescence avec les clips One More Time et Digital Love des Daft Punk, avant de finalement réaliser leur film Interstellar 5555. Et finalement, mort de Raquel Welch à l'âge de 82 ans après une carrière bien remplie qui a fait d'elle un véritable sex symbole. On se souvient forcément d'elle dans son bikini en fourrure dans 1 million d'années avant Jésus-Christ, dans Fantasme de Stanley Donen, dans le western Bandolero, et n'oublions pas qu'elle a aussi obtenu le Golden Globe de la meilleure actrice en 1975 pour Les Trois Mousquetaires. Une carrière bien remplie, certes, mais dont elle a avoué regretter de ne jamais avoir su s'imposer plus que sa beauté. Et on termine ce récap avec la critique du dernier Ant-Man. Ant-Man et la guêpe, Quantumania. Déjà, Ant-Man, c'est pas le Avengers le plus apprécié, ces deux précédents films ont été quand même assez défoncés par les critiques et les fans, surtout quand on se souvient que c'était Edgar Wright qui aurait dû s'occuper de ce projet. Donc voilà, c'est un peu bizarre que Ant-Man soit annoncé pour lancer la nouvelle phase du MCU. Mais après tout, pourquoi pas, puisqu'il a déjà eu son importance face à Thanos. Mais bon, alors que la phase 4 était pour moi plutôt pas mal avec des films qui avaient une légère vision auteuriste comme Les Éternels ou encore Doctor Strange, ce film donne vraiment l'impression de retourner en arrière. Le scénario est tout simple et très peu intéressant. Le monde est bateau, vaguement inspiré de l'univers Star Wars, les combats sont pas impressionnants pour un sou et très peu imaginatifs. Et surtout, c'est moche. On sait que Marvel doit faire face à des problèmes avec un département des effets spéciaux qui est surchargé de travail, mais franchement, à un moment, va falloir trouver une alternative et peut-être faire comme les Éternels en essayant de diminuer les fonds verts. Et puis on a aussi le droit à MODOK, laid à souhait, et qui surtout n'a d'une part strictement rien à voir avec le personnage des comics, mais qui en plus ne sert scénaristiquement à rien du tout dans ce film, un bide complet. Même Kang, le nouveau méchant de la saga qui est bien interprété par Jonathan Majors, reste très
être très pauvre au niveau de ses ambitions. Alors que bon, il a du potentiel, le bougre. Bon, par contre, comme beaucoup de critiques ont dézingué ce film, je m'attendais à carrément pire, genre je m'attendais à du Morbius en gros. Ce qui fait que j'étais quand même surpris parce que ce n'est pas si nul au final. C'est simple, ça va strictement rien réinventer, mais ça fait globalement le taf. Mention spéciale à l'apparition surprise de Bill Murray en mode Lando Calrissian, à Michelle Pfeiffer qui tient la baraque, ou encore à cette scène où Ant-Man se retrouve multiplié à l'infini. Il y a évidemment un peu d'humour qui fonctionne ou non, selon votre degré de tolérance, mais bon, globalement, le film est assez paresseux. Tout va vite sans que l'on s'attache à quoi que ce soit, ce qui fait qu'on regarde le film comme ça, sans rien attendre, et qu'au final on s'en fout de cette résistance dont on nous explique aucunement les enjeux. Et puis ils sortent d'où les espèces de Stormtroopers qui aident Kang. Bref, un Star Wars pas approfondi du tout, qui à défaut d'être intéressant, a le mérite de passer globalement assez vite. Ce film est un peu à l'image de ce que j'ai ressenti ce mois-ci avec des films globalement très moyens. C'est pas si pire, c'est pas si mieux, mais on attend quand même un peu plus d'efforts pour les mois à venir, s'il vous plaît. Et en mars, il y a du potentiel, puisqu'on aura normalement le droit à The Wall, enfin, je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, le dernier film de Darren Aronofsky avec Brendan Fraser, Empire of Light de Sam Mendes, qui promet lui aussi un bel hommage au cinéma, John Wick, qui est enfin de retour en salle, The Son de Florian Zeller, qui a déjà fait The Father, le deuxième opus de Shazam, Ray Liotta face à un ours drogué dans Crazy Bear, Mon Crime, le dernier Ozon, l'un syndicaliste de Jean-Paul Salamé, ou encore cette adaptation étrange du jeu vidéo Tetris. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos attentes, et puis moi, je vous fais des bisous.